Je vais commencer parce que ça va être la partie la plus aride. Le philosophe et ses réflexions sur les mots, et puis quelques enjeux aussi de société. La première chose que je voudrais signaler, c'est qu'en fait, il y a autour de ces mots d'humain réparé, humain augmenté, plusieurs termes qu'il faut essayer de clarifier un petit peu. Le premier qu'on rencontre, c'est augmenter. Augmenter, en fait, c'est une traduction de l'anglais, enhancement, human enhancement. Donc, c'est une appellation qui existe depuis une quinzaine d'années et qui, depuis 10 ans, a migré en français. Alors que l'humain augmenté, il y a 10 ans, on ne parlait pas en français. Enfin, et en anglais, c'est un peu la même chose, un petit peu plus tôt. Bon, enhancement, ça veut dire quoi? C'est un mot anglais très courant qui veut dire augmentation, amélioration, accroissement aussi un petit peu. Voilà. L'humain augmenté, donc l'appellation veut dire beaucoup de choses dans son sens de base, et c'est une étiquette qui est utilisée pour désigner un champ un peu particulier, celui du bidouillage de l'être humain pour augmenter ses performances, ses capacités, sa longévité. Voilà. Alors comme c'est un terme comme c'est une expression qui est un peu floue, trois philosophes européens ont proposé presque au même moment et indépendamment un autre terme, celui d'anthropotechnie, avec une définition plus précise. Art ou technique de transformation non médicale, donc le but n'est pas de soigner les maladies, de lutter contre les maladies. Art ou technique de transformation non médicale de l'être humain par intervention sur son corps. Voilà. Donc les trois termes principaux. Et puis, bien sûr, dans la galaxie des termes qui sont un peu associés, vous avez ce mot de transhumanisme. Puis là encore, il y a 20 ans, personne ne parlait du transhumanisme. Et aujourd'hui, c'est terriblement à la mode. Et le transhumanisme, à mon sens, c'est surtout un courant d'opinion, un courant politique et même un peu religieux, on pourrait dire parfois. Un courant d'opinion en faveur d'une transformation de la condition humaine pour augmenter les performances et l'espérance de vie. Performances cognitives et performances physiques en particulier. Donc vous voyez quelques termes clés pour se repérer. Plusieurs problématiques sont liées à ces activités-là. La première, c'est de quoi on parle. Quel est le champ à caractériser, le champ d'activité humaine? Quelle est la différence avec l'activité médicale? Et quels sont les enjeux spécifiques de cette activité? La deuxième problématique, c'est celle de la prise de risque. Autant elle est bien évaluée, très codifiée, très étudiée, avec de nombreuses données scientifiques dans le monde médical, ce qu'on appelle l'évaluation par la balance bénéfice-risque, autant dans le champ anthropotechnique human enhancement, humain augmenté, on manque d'études. Donc on a des questions de balance bénéfice-risque qui sont latentes. Et donc qui dit question de balance bénéfice-risque, de prise de risque, il dit aussi des questions de régulation de cette prise de risque. Troisième type de question, plus psychologique, sociologique et métaphysique aussi. À force de modifier l'être humain, ne va-t-on pas vers de nouvelles formes d'humanité, et en particulier vers une humanité modulaire? Alors, comme Paul Roux et moi-même, on a une activité qui est très... on s'oriente vers la question de la prothétisation de l'être humain, on voit tout de suite toute une série de perspectives assez vertigineuses de modularité humaine. Qui dit modularité humaine dit aussi adjonction, utilisation d'aspects qui peuvent être extériorisés, mis à l'extérieur de soi. Et donc des aspects aussi de rencontre, d'interrogation entre l'intimité de soi, qu'est-ce qu'il y a de plus intime que son propre corps, et puis une extimisation pour créer un néologisme qui manquait. Quel cheminement aussi d'identité? Des bouleversements d'intimité ou des bouleversements dans la relation à l'autre entraînent aussi des changements dans le travail d'identité. Donc voilà quelques problématiques
Il y a aussi des enjeux qui sont bien réels. Le premier, c'est pas un enjeu, c'est pour vous dire que la question des enjeux, elle est là. C'est un domaine en forte émergence et je voudrais vous donner 3 exemples. Premier exemple, l'affaire PIP. On en a entendu parler beaucoup. Depuis 6 mois, c'est un petit peu enrayeuse, mais l'affaire n'est pas complètement finie devant les tribunaux. L'affaire PIP, poly-implant prothèse, avec cette espèce de chef d'entreprise margoulin qui faisait n'importe quoi dans ce qu'il mettait comme produit dans ses prothèses, des prothèses mammaires, des prothèses aussi, d'autres types de prothèses implantées. Eh bien, cette affaire, quand on regarde un petit peu les chiffres, il avait fini par être un des premiers producteurs mondiaux de prothèses. Ce qui fait que ça a touché cette affaire, et ça touche encore 750 000 personnes, dont 35 000 en France. Donc on n'est pas sur des petits chiffres, on est sur des chiffres qui ne sont pas monstrueux, mais qui sont quand même très importants. Il est impossible aujourd'hui de savoir quelle a été la prise de risque due à ces prothèses mammaires où on utilisait du silicone industriel à la place du silicone médical et où en plus on ajoutait des produits divers et variés comme des adjuvants électriques, des machins comme ça, qui sont utilisés dans les câbles électriques. Il a changé la recette tous les 15 jours, donc on est incapable de savoir quel est l'aspect cancérigène, parce que ces produits-là n'ont jamais été testés, ni sur l'animal, ni sur l'homme, pour la plupart, donc on ne sait pas quels vont être les risques de fibrose, de cancer, d'autres choses. Cette affaire aussi a permis de montrer toutes les failles dans la régulation liée aux dispositifs implantés. Donc, des questions sur l'autorisation de mise sur le marché, de certification, des questions assurantielles, parce que le plafond assurantiel là, n'a permis une prise en charge par l'assureur allemand de 150 € par femme en France. Donc, vous voyez, c'est un peu ridicule. Des questions aussi, ce qui fait qu'à la fin, Marisol Touraine a décidé que finalement la sécurité sociale allait prendre pour elle le coût de l'explantation. Donc après 2 années de tergiversation, ce n'est pas simple, il y a aussi des enjeux financiers. Des questions aussi de pression professionnelle. Parce que pour une part, effectivement, les gens font une démarche de modification, d'augmentation, entre guillemets, par eux-mêmes, et puis d'autre part, ils sont aussi sous l'influence d'un contexte, et donc parfois aussi d'une pression professionnelle. Le troisième exemple, c'est l'exemple dont on parle presque pas, mais qui à mon sens est au moins aussi inquiétant que le précédent, c'est l'exemple de, enfin c'est même le deuxième, de la consommation de psychostimulants. Non pas quand il y a un problème de santé, mais pour augmenter ses performances au boulot, ses performances dans la vie. Et là, je vous ai mis quelques couvertures de livres qui sont des guides pratiques de psychostimulants. Non pas pour en faire la publicité, mais pour montrer leur existence. Ce sont des ouvrages qui ont eu un très grand succès en librairie. Que ce soit aux États-Unis pour ceux qui sont en anglais, ou les 2 qui sont en français ont eu beaucoup de succès. Le plus ancien, c'est d'ailleurs un bouquin français qui s'intitule 300 médicaments pour se surpasser physiquement et intellectuellement. Bon. Celui-là, il a eu beaucoup de succès. 1987, c'était il y a très longtemps. L'ordre des médecins protestait, exigeait son retrait, son interdiction, l'ordre des pharmaciens aussi. Et finalement, l'éditeur, au bout de 3 mois, de lui-même l'a retiré de la vente, mais il en avait écoulé 150 000 exemplaires. Ce qui, pour un tirage en librairie, c'est pas mal du tout. Vous voyez, donc un exemple. Et les autres ont eu énormément de succès aussi. Donc vous voyez quelque chose, cet usage de psychostimulants qui est en train de rentrer dans les mœurs avec aussi des effets d'influence chez les jeunes professionnels.
HLM, des choses comme ça, ou pour rester dans le bain, est-ce qu'on a un concurrentiel, etc., vis-à-vis de ceux qui utilisent des produits. Donc des questions de dopage intellectuel qui sont en train d'être vraiment, avec des pourcentages parfois dans certaines catégories qui sont à deux chiffres. Voilà. Le troisième exemple, là, c'est pour... oui, mais les œuvres font des introductions très longues. Pas sûr que ça va être plus quoi. Troisième exemple, c'est plus fun. Ce sont des petites oreilles sur un serre-tête, avec des petits dispositifs de capteurs magnétoélectriques, si vous voulez, qui font que cette jeune femme japonaise, quand elle est triste, les oreilles se baissent, et puis quand elle est contente, les oreilles frémissent un petit peu comme ça. Donc voilà. C'était l'aspect aussi clin d'œil vis-à-vis de tout ce qui est fait sur les mangas ici. Mais oui, donc c'est une prothèse d'expression des émotions. Ça coûte pas très cher. Et bon, ça marche, ça a un petit délai quand même. Mais c'est très kawaii, très mignon. Des questions, donc je vais d'abord faire un débroussaillage. Quand on regarde la question de l'humain augmenté, la question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que vous refuseriez d'être augmenté? Bon, je le dis comme ça, on sent qu'effectivement la question est un peu piégée. En fait, humain augmenté, l'appellation elle est biaisée, parce qu'elle contient un jugement de valeur. D'où une critique de ma part. Le concept d'humain augmenté est flou, c'est pas un concept. C'est aussi une étiquette qui donne un aperçu partiel, insatisfaisant. On ne voit que l'aspect augmentation. Or, à chaque fois qu'on modifie l'être humain, il y a de l'augmentation d'un côté et puis aussi de la diminution de l'autre. Donc, il convient plutôt de raisonner avec des outils comme la balance bénéfice, c'est-à-dire effet positif, effet négatif. Regardez l'ensemble. Ce qui a conduit à la création, à côté de l'étiquette humain augmenté, d'une appellation anthropotechnique moins biaisée, qui se veut plus descriptive, ce qui permet dans un premier temps de décrire les pratiques et dans un deuxième temps distinct d'essayer de se former un jugement vis-à-vis de ces pratiques. Voilà. La différence aussi avec la médecine est plus claire quand on parle d'anthropotechnie. La médecine vise à lutter contre la maladie. L'anthropotechnie, on s'ouvre vers des buts qui sont autres que la lutte contre la maladie. Et ça peut être très divers. Les schémas de consultation, d'ailleurs, entre médecine et anthropotechnie sont très différents parce qu'il n'y a pas de maladie à diagnostiquer. Or, c'est là-dessus que se construit une consultation médicale. Les déontologies vont être différentes. Quand on regarde la déontologie médicale, l'un des piliers est l'évaluation bénéfice-risque pour la santé. Dans l'anthropotechnie, le but n'étant pas la santé, on va devoir avoir une balance bénéfice-risque plus complexe, avec des critères autres que la santé. Comment évaluer la beauté, le bonheur, le plaisir, la performance, etc. Donc, des questions compliquées. La déontologie pour l'anthropotechnie n'existe pas encore, même s'il y a des avancées sur certains aspects comme la chirurgie esthétique, par exemple. Alors, la chirurgie plastique a cette particularité d'avoir bien distingué, mais non sans mal, avec tout un cheminement historique, son aspect chirurgie réparatrice et son aspect chirurgie esthétique. D'un côté, les finalités de réparation, donc qui rentrent dans le cadre médical, et de l'autre, autre chose. Alors, initialement, on avait prévu d'ailleurs de s'associer à une collègue chirurgienne qui, d'un côté, répare les grands brûlés, avec un énorme travail, et puis de l'autre, fait un petit peu de chirurgie esthétique ici et là. L'émergence de ce champ est fort, il est polymorphe, alors avec des orientations, des buts très variés. La force, la cognition, l'humeur, l'esthétique, la procréation, l'hybridité. Il peut y avoir plein de choses. Voilà. Pour finir, je voudrais enfoncer le clou avec un petit raisonnement prospectif pour vous faire sentir ce qui va probablement arriver. Le constat de départ,
avons trois propositions de départ qui sont difficilement contestables. La première, c'est que ces pratiques de modification du corps pour d'autres buts médicaux vont aller croissant. Donc, vous allez avoir des usages, des finalités multiples. Deuxième donnée de départ, nous manquons cruellement de données scientifiques sur ces pratiques. Tous les essais cliniques sont faits pour étudier l'effet de tels dispositifs, telles techniques vis-à-vis de telles indications médicales. Et il n'y a pratiquement pas d'essais cliniques sur des effets d'amélioration sur des personnes en bonne santé. Donc la balance bénéfice-risque pour la santé est mal connue quand on est dans le cadre de l'anthropotechnie humain augmentée. La balance bénéfice-risque pour d'autres critères n'est pratiquement pas étudiée. Or, toutes ces pratiques comportent d'un côté des avantages, des aspects positifs si vous voulez, et de l'autre des inconvénients. Ça peut être faible, ça peut être élevé, il peut y avoir des choses à court terme, à long terme, etc. Voilà. Si on prend ces trois données de départ, la première conséquence qu'on a, c'est qu'à cause des bénéfices et des risques mal connus, les individus ne vont pas pouvoir faire un choix informé et éclairé. C'est un peu gênant. La deuxième, c'est que dans ces pratiques, qui vont être faites de façon un peu confuse et sans trop savoir ce qu'on fait, certaines vont se révéler sans doute trop risquées. Vous voyez, la fertilité, etc. Donc, il va y avoir régulièrement des gros ou des petits scandales, des controverses. En réaction à ces scandales, controverses, il va y avoir donc un besoin de régulation, de législation, de principe, pour décider de ce que notre société souhaite comme prise de risque acceptable ou non. Il va falloir donc, pour réguler, il va falloir des outils d'évaluation, des critères. Et les critères de cette balance bénéfice-risque associeront probablement un faible risque vis-à-vis de la santé et puis différents bénéfices sur plein de choses. Et là, c'est un peu plus flou. Donc, ce que j'imagine pour ma part, c'est une évaluation en termes de liberté ou d'aliénation, performance, de sous-performance, et puis des effets de court, de moyen terme, de long terme. Voilà. Tout cela va conduire progressivement la justice, et puis aussi certains autres types d'organismes, à structurer le champ. Et donc à mieux établir une démarcation entre ce domaine de l'anthropotechnie humain augmentée et puis le domaine médical très classique, très structuré depuis 2500 ans. Quelques remarques. Vous voyez donc que j'avais commencé par quelques distinctions de notions, de concepts. Ces distinctions ne sont pas un simple jeu épistémologique, un simple jeu de philosophe des sciences qui s'amuse avec les termes. Ça a vraiment des enjeux concrets. Le deuxième aspect, c'est que le travail de la justice va être sans doute structurant. Et le troisième, c'est qu'à côté de la justice, qui va prendre en charge aussi ce qui sera autorisé? Est-ce que ce sera chaque personne qui payera de sa poche? Est-ce qu'il ne faut pas, pour certaines choses, avoir une prise en charge? Par qui? Par la sécurité sociale, par les mutuelles, par d'autres organismes. Donc vous allez avoir des questions de régulation liées aux prises en charge et au coût. Voilà. Quel barème de remboursement, quel financement? Donc vous voyez des questions qui vont être intéressantes. Et je pense que j'ai fait ce type de topo aussi devant une mutuelle qui commençait à s'intéresser à la question. Quelques petites méditations, il me reste... Bon, alors, je vais juste jeter quelques questions. D'abord, cet aspect corps évolutif, corps modulaire. Une question concrète, c'est comment va-t-on s'approprier ces changements corporels? Chaque fois que notre corps change, on met un petit temps d'adaptation. Parfois un temps long aussi. Parfois, c'est même déprimant, ces changements du corps, quand on perd la vieillesse ou des choses comme ça. Donc, qu'en est-il de cette
appropriation des modifications? Est-ce qu'on va aussi vers une spécialisation corporelle? Alors un jour, vous mettriez votre module corporel professionnel, le lendemain, c'est le week-end, vous mettez plutôt vos augmentations corporelles de week-end pour aller faire du sport ou pour je ne sais quoi. Enfin, vous allez voir quelques images que va vous montrer Paul sur... Tu as mis celui qui fait le père? Ouais, c'était marrant. Ouais. Le père. Même question sur le psychisme. Qu'en est-il de l'appropriation des modifications psychiques? Aujourd'hui, on a quelques jeunes adultes qui ont pris l'habitude de consommer des amphétamines ou des choses comme ça et qui s'estiment vraiment eux-mêmes quand ils sont sous amphétamine. Sous méthylphénidate. Donc, ou Ritalin. Donc des choses comme ça qui sont troublantes sur la question du soi. Est-ce qu'on va aussi aller vers une spécialisation des capacités cognitives vis-à-vis de niches professionnelles? Est-ce qu'on ne risque pas des questions d'aliénation à une fonction professionnelle? Par ailleurs, ce paradigme modulariste, la modularité du corps, il y a quand même quelques limites parce que le corps humain, c'est un organisme. Donc quelque chose d'extraordinairement intégré. Il n'y a pas de partie qui s'agence comme ça en un système mécanique. C'est assez différent un corps humain. Comme tout être vivant, c'est un organisme. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas couper en tranches un être humain et puis après le remonter. Ce n'est pas encore produit. C'est un rêve. Peut-être que ça arrivera un jour, mais aujourd'hui, si vous ouvrez, rien que le fait d'ouvrir, vous avez des phénomènes de cicatrisation, vous avez des cascades de réactions physiologiques. Un anesthésiste réanimateur vous décrit ça très très bien et vous dit à quel point il y a toute une série de bouleversements qui s'enchaînent. Donc voilà. Est-ce qu'on ne va pas aussi vers des divergences entre types d'humains modifiés? Il y a des divergences qui feraient aussi un peu des humains produits, des humains fonctions, etc. Question aussi plus métaphysique et politique aussi, bien sûr. Quelles pratiques sont plutôt humanisantes? Ça veut dire aussi qu'est-ce qu'on appelle humanisant. Qu'est-ce que c'est notre conception de l'humanité? Il y a des choses très différentes. Par exemple, en philosophie, on a deux conceptions un peu opposées. D'un côté, celle de Sartre avec l'idée que l'homme est son propre projet, une sorte d'autocréation, de projet de soi-même. Et puis de l'autre, vous avez des conceptions plus classiques, plus ancrées dans le fond des croyances religieuses aussi, que l'homme est une créature de Dieu et on doit respecter la forme que Dieu lui a donnée. Néanmoins, c'est plus subtil que ça. Troisième question, qui va décider des régulations, des pratiques? Qui va décider des choix d'humanitude? C'est une vraie question. Est-ce qu'on va avoir un choix démocratique? Est-ce qu'on va avoir un laisser-faire? Est-ce qu'on va avoir un choix autoritaire? On peut imaginer plein de choses. Voilà. Puis, diapo pour en savoir plus si vous voulez. Et puis, un petit clin d'œil sur un cycle de séminaires qu'on a monté avec Paul Groux et puis d'autres collègues de Strasbourg, de Grenoble, de Paris, de Bologne, peut-être de Lyon, bien sûr. Autour de cette question-là qui est extraordinairement foisonnante et on a commencé l'an dernier avec 4 séminaires, on va en faire 5 cette année et je pense qu'on est parti pour de nombreuses années de réflexion multidisciplinaire. Merci Jérôme. Alors, on ne répare pas encore les corps, on n'arrive pas encore à moduler les têtes, les bras, etc. Alors, je ne sais pas si tu connais, Jérôme, cet ouvrage de John Barley. C'est un ouvrage de science-fiction qui s'appelle Jean de la Lune, Jean comme les gens GMLS. Et ça, c'est dans le futur proche. Et on peut effectivement réparer son corps comme on le souhaite. Et par exemple, ça coûte moins cher de réparer un poumon, de changer de poumon, que de faire une campagne anti-tabac parce que ça coûte beaucoup d'argent. Donc, quand ces gens ont un cancer du poumon, on leur change de poumon. Ils changent de sexe quand ils veulent. Voilà. Donc, en tout cas, au niveau fantasmatique, on y est.
au niveau des révélations, les questions qui ont été posées sont en cours. J'étais très intéressé par ce que tu décris. Juste un mot sur John Barley. Jean de la Lune, je vous le conseille. John Barley est très imprégné de sociologie, d'anthropologie, donc ça donne un bouquin très dense, etc. J'ai fait même 2 ou 3 articles sur John Barley. Parce que ça m'aide à penser ce qui peut arriver. Il y a quelques grands auteurs de science-fiction qui sont fabuleux. Et John Barley en fait partie. Exactement, Jean de la Lune, c'est un beau livre, mais c'est très bien. Il y a le système Valentine aussi, qui est assez marrant, avec une histoire, c'est un comédien, et à un moment il doit jouer dans Roméo et Juliette de Shakespeare, et manque de peau, Juliette est complètement ivre. Et donc elle n'est pas en état de monter sur la scène. Donc il décide de jouer Roméo et Juliette. Et comme il s'était implanté des dispositifs pour changer de morphologie, entre chaque scène, il se bricole et puis il change, y compris de voix, etc. Donc il a joué Roméo et Juliette. Voilà, donc John Barlett, c'est une référence scientifique, mais c'est vraiment intéressant pour penser ce qui se passe. Et puis, dernière remarque avant de passer la parole à Paul, c'était à propos de la question des pratiques et de la prise en charge des pratiques. On est sur les prothèses, et je pense à quelque chose sur lequel je travaille en ce moment, c'est le tatouage des yeux. Le tatouage des yeux, de la sclère, c'est-à-dire que le blanc des yeux, en fait, qui est une pratique qui se développe depuis, on va dire, 4-5 ans. 2013, les premières qui ont vraiment, ça fait 4 ans. Et se pose la question de la prise en charge. Alors les gens qui se sont tatoués les yeux, ils taillent eux-mêmes. Sauf que les conséquences, quand il y a des infections, parce qu'il y a des problèmes qui se posent, il y en a une en France, il y en a une au Canada la semaine dernière, donc il y a des problèmes qui se posent, ça pose la question de la façon dont la société va prendre en charge des pratiques qui sont en elles-mêmes critiquables, méconnues, et sur lesquelles on n'a aucune indication en termes de risque sanitaire. Voilà, donc il y a vraiment, y compris sur des aspects qui sont peut-être moins ambitieux que la question des prothèses, des pratiques très concrètes qui rentrent dans ce type de questionnement. Paul va nous proposer une intervention qui est dans la continuité, dans l'illustration, avec une approche anthropologique, puisque Paul vient de Lyon 2 et de l'ENS de Lyon. Le laboratoire est rattaché à l'ENS, d'accord. Et donc vous avez tout le détail du laboratoire, ça va bien cool. Et on aura des illustrations très concrètes, notamment, j'attends avec impatience les différentes prothèses des Maybellines, en termes de spécialisation justement du corps en fonction des contextes. Paul, c'est à toi. Donc bonjour à tous. Merci de l'invitation déjà, merci beaucoup. Donc Wolfgang Bienroux, donc moi ma communication ça va être l'ambivalence de l'enchantement prothétique contemporain. Et en fait je démarrais par une vidéo. At my MIT lab, we've studied how humans with normal physiologies stand, walk, and run. What are the muscles doing, and how are they controlled by the spinal cord? This basic science motivates what we build. We're building bionic ankles, knees, and hips. We're building body parts from the ground up. The bionic limbs that I'm wearing are called biomes. They've been fitted to nearly 1,000 patients, 400 of which have been US wounded soldiers. How does it work? At heel strike under computer control, the system controls stiffness to attenuate the shock of the limb hitting the ground. Then at mid-stance, the bionic limb outputs high torques and powers to lift the person into the walking stride, comparable to how muscles work in the calf region. This bionic propulsion is very important clinically to patients. So on the left, you see the bionic device worn by a lady. On the right, a passive device worn by the same lady that fails to emulate normal muscle function, enabling her to do something everyone should be able to do, go up and down their steps at home. Bionics also allows for extraordinary athletic feats. Here's a gentleman running up a rocky pathway. This is Steve Martin, not the comedian, who lost his legs in a bomb blast in Afghanistan. We're also building exoskeletal structures using these same principles that wrap around a biological limb. This gentleman does not have any leg condition, any disability. He has a normal physiology.
So these exoskeletons are applying muscle-like torques and powers so that his own muscles need not apply those torques and powers. This is the first exoskeleton in history that actually augments human walking. It significantly reduces metabolic cost. It's so profound in its augmentation that when a normal, healthy person wears the device for 40 minutes and then takes it off, their own biological legs feel ridiculously heavy and awkward. We're beginning the age in which machines attached to our bodies will make us stronger and faster and more efficient. Donc, avec cette vidéo introductive de Yuger, je vais le montrer ici pour que ce soit un petit peu un postulat de départ. Et c'est un exemple parmi beaucoup de cette profusion actuelle, donc des images, des discours, donc ce que moi j'appelle des figures médiatiques, on va en aborder plusieurs lors de cette communication, qui revendiquent donc avec des corps amputés appareillés ce que Denis Poisa appelle une ultra-prothétique attitude. Et en introduction, sur quoi je veux appuyer, c'est que derrière on rentre directement dans cette question de l'ambivalence, c'est qu'il y a un double discours. Dans un sens, on peut traduire ce discours de manière assez positive, parce qu'en effet, on voit avec l'évolution des technologies, un rétrécissement des frontières entre personnes en situation de handicap et valides, où il y a de moins en moins de différences, en tout cas on essaye de pallier ces différences. Donc, ce premier discours peut paraître plutôt positif, mais c'est ce que je vais analyser en grande partie dans cette communication, c'est qu'il y a aussi tout un flou, quelque chose de troublé qui se fait entre un corps qui était amputé, qui devient appareillé. On parle de réparation, et puis quand on écoute Yuger, on devient donc presque quelque chose d'inéluctable, c'est qu'on va arriver dans l'augmentation aussi bien des personnes en situation de handicap que des personnes vieillies. Moi, c'est ce que je caractérise par l'expression l'enchantement prothétique contemporain. Et c'est là-dessus que je vais présenter une partie de mes travaux aujourd'hui. Et je vais juste un peu en aparté, je vais repréciser un petit peu ce qu'a dit Jérôme, c'est que là aujourd'hui c'est ma communication, donc c'est des éléments de mes travaux de recherche. Mais dans l'université on a souvent le côté individuel, là je vais appuyer sur le côté collectif. C'est des réflexions personnelles mais aussi qui se sont construites avec des collègues sur toute cette question de corps et prothèse. Et bien sûr. Donc, comme je l'ai dit, ça va être d'analyser de façon critique cet enchantement prothétique contemporain. Je vais partir sur quelque chose d'assez simple. Je vais vous exposer ces images qu'on trouve dans les médias, qui sont beaucoup véhiculées sur Internet, qui, de mon point de vue, renvoient à ce que je considère comme une société techno-capitaliste contemporaine, une société occidentale. Et j'utilise aussi Pierre Mousseau, je cite Pierre Mousseau parce que je pense que cette citation elle permet bien de cadrer mon propos. C'est que traiter des images du corps, c'est toujours traiter par ricochet celle de la société. Donc derrière ces images de figures médiatiques, il y a un discours qui est aussi véhiculé. Et on va partir de ces images-là pour avoir un discours plus critique en lien avec la réalité du terrain, de ce que c'est réellement vivre amputé. Pourquoi je vais partir du terrain? Tout simplement parce que moi, ma thèse en anthropologie travaille sur la diversité et complexité des trajectoires de vie des personnes amputées et appareillées des membres inférieurs en France. Donc je ne peux pas vous présenter en détail tous mes terrains, voilà, mais je travaille principalement avec 3 terrains, donc l'Institut de rééducation du CHU de Grenoble, donc en collaboration avec le professeur Perronou et l'équipe du service vasculaire et appareillage. Je travaille avec le prothésiste qui travaille en partenariat avec le CHU de Grenoble, donc la société Chabot Orthopédie. Et je travaille avec une association qui s'appelle l'Association de défense et d'études des personnes amputées, donc ADEPA, qui est basée à Lyon, mais qui est une association nationale. Je ne vais pas vous faire un cours sur l'anthropologie, l'ethnographie, l'ethnologie, ce serait trop long. Ce que je veux juste vous dire, c'est que moi je travaille avec une méthodologie de type qualitative, ce que Charles Berdo appelle l'anthropologie du très proche, donc avec des longs terrains d'observation à l'hôpital, avec les prothésistes, avec l'association. Et je m'appuie beaucoup sur le discours des personnes amputées, donc aussi bien comme patient, donc la médecine narrative, mais aussi des entretiens semi-directifs avec les personnes dans leur quotidien pour voir comment ils vivent l'amputation. Donc ça va partir d'une certaine forme d'itération théorie-terrain, où je vais être toujours un peu dans la critique du discours théorique et médiatique et déconstruire ce discours-là à travers la réalité du terrain. Donc très succinctement, comme je vous expliquais, on va partir des figures médiatiques,
On va aborder rapidement une analyse un petit peu socio-anthropologique de toute la résonance de ces discours-là, et on se centrera à chaque fois pour finir sur la réalité du terrain. Donc moi, mon angle d'attaque, on va dire, de ces discours médiatiques, pour moi, il véhicule 3 visions du corps amputé appareillé. Donc le corps amputé appareillé réparable et remplaçable, le corps amputé et appareillé sensible et contrôlable, et le corps amputé appareillé performant et augmenté, entre guillemets, on va revenir là-dessus. Donc on va attaquer cette partie-là, donc le corps appareillé, réparable et remplaçable. Donc je vous ai montré Luger, cette courte vidéo. Luger, c'est un peu la figure médiatique à la mode actuellement. Il y a, on va dire, presque maintenant 10 ans, ça commence à faire. Il y a Aimee Mullins, donc, qui était une handisportive américaine, mannequin, qui a fait, entre guillemets, le buzz, j'emploierai souvent ce terme dans cette communication, le buzz médiatique, avec une petite critique derrière, sur une conférence TED où elle parlait de ses différentes prothèses, qu'elle avait 12 prothèses et qu'elle pouvait jouer sur sa taille grâce à ces prothèses. Et elle déclarait dans cette conférence, dorénavant, on ne parle pas de surmonter des désavantages, mais on discute plutôt de surplacement, on discute de potentiel sous-jacent. La fonction de la prothèse n'est plus uniquement de remplacer un manque perdu, la prothèse symbolise la liberté qu'a le porteur de créer sa propre réalité. Donc on voit qu'on se retrouve un peu dans cette situation de l'émancipation des personnes en situation de handicap qui peut être positive, et en même temps cet amalgame avec l'idée de l'augmentation qui se mélange. Donc quand on prend un peu, en tant qu'anthropologue, socio-anthropologue, une réflexion sur ces figures médiatiques, on voit, comme le disait tout à l'heure Jérôme, on a un peu cette approche mécaniste du corps. Donc David Le Breton parle de corps en pièces détachées, corps qu'on pourrait remplacer comme ça, se faire amputer une jambe et remplacer, et on s'émanciperait. Il y a aussi derrière plusieurs de ces discours l'utopie de la santé parfaite. Donc c'est Lucien Sfez, un philosophe, qui utilise cette expression, où on devrait être tout le temps en bonne santé, le corps ne devrait pas vieillir tout le temps être en bonne santé. Derrière le discours d'Aimee Mullins, il y a aussi cette idée du corps appareillé fétichisé, donc ce que Jean-Marie Braun appelle la valorisation narcissique, qui reprend différents concepts psychanalytiques, mais que, comme le dit Aimee Mullins, voilà, en fait, en perdant ses jambes, j'ai pu m'émanciper. Et il y a un discours qui est souvent lié au transhumanisme et à la question de l'augmentation d'un technocorps. On ne serait plus dans le thérapeutique, ce qu'a expliqué aussi Jérôme très bien tout à l'heure, mais on est dans la possible augmentation. Alors, quand on est sur le terrain, qu'est-ce qui se passe quand on parle de ces discours-là? Déjà, on voit concrètement que ces figures médiatiques ne représentent pas la population des personnes amputées. Je ne suis pas médecin, ce serait trop long de vous faire un cours sur les causes de l'amputation, mais en tout cas, il faut savoir que 90% des amputations, en tout cas en France, sont liées à des problèmes vasculaires. Diabète, artérite. Et donc la moyenne d'âge touche en partie des personnes âgées plutôt, et donc la moyenne d'âge est de 70 ans. Donc vous voyez, on est déjà très loin de Luger, qui lui a été amputé suite à un accident d'escalade à 17 ans, et Aimee Mullins, qui elle a été amputée à l'âge de 11 mois suite à des agénésies, donc une malformation congénitale. Donc vous voyez bien qu'on est déjà très loin de ces figures médiatiques. Dans ce discours qu'on voit de Luger ou d'Aimee Mullins ou beaucoup d'autres, il y a l'amputation qui est complètement balayée, entre guillemets. On ne parle pas de traumatisme physique, on ne parle pas de traumatisme psychologique, social, identitaire. Donc moi, c'est sur quoi je travaille en grande partie dans ma thèse, mais ce serait trop long de vous expliquer ici. On balaye complètement un des concepts que je développe, qui est le paradoxe du moignon, donc la complexité de vivre avec un moignon. Donc on vit avec une perte, on vient d'être amputé, on a perdu son membre, et en même temps on a cette nouvelle partie extrémité du corps qui apparaît avec des nouvelles sensorialités, et toute la difficulté qu'on peut avoir avec un moignon à porter une prothèse. On ne parle pas de la douleur du membre fantôme, souvent ce qu'on évoque souvent quand on parle de l'amputation. Et puis on balaye vraiment complètement, quand on voit Luger dans sa conférence TED avec ses prothèses, on balaye complètement toutes les difficultés que peuvent rencontrer plein de personnes amputées, c'est-à-dire ne pas pouvoir porter la prothèse à cause d'une blessure du moignon, ne pas pouvoir porter la prothèse tout 24 heures sur 24, ça ne se porte pas comme ça, c'est assez complexe. Et puis tous les enjeux aussi de fatigabilité, que c'est pas le prolongement du corps comme on l'entend. Donc voilà, on est très loin de l'augmentation promise par ces figures médiatiques. Ma deuxième partie, donc sur le corps appareillé sensible et contrôlable. Donc là, les médias sont extrêmement friands de ce terme, l'homme bionique, vous devez l'entendre assez régulièrement.
Donc Arte, qui fait des très bons documentaires, appelle un de ses documentaires quand même La promesse de l'homme bionique. Je vous ai montré ici donc l'homme bionique BFM TV. Et on voit aussi qu'il y a tout un enjeu économique, commercial, avec, je crois que c'est Konami, si je ne dis pas de bêtises, qui fait les jeux vidéo Metal Gear Solid et qui a fait une prothèse exprès pour une personne amputée, qui est devenue un peu un outil marketing, donc James Young en 2016. Donc les médias se sont empressés de parler de l'homme bionique. Mais en fait, cette prothèse n'est pas du tout fonctionnelle. Les seuls 2 points forts de cette prothèse, c'est qu'il pouvait faire atterrir un mini-drone sur son épaule et brancher une clé USB sur son poignet. Mais c'était tout sauf fonctionnel. Et ce qui est intéressant de voir, c'est la capacité des médias à se saisir de ces discours et d'en faire un homme bionique alors qu'on est trop très loin. Donc les résonances socio-anthropologiques, je dirais qu'elles sont presque simples. Donc le buzz médiatique de l'homme bionique, donc là on est dans la cyborgisation du corps, voilà, comme je vous ai montré avec James Young, là on est presque dans le jeu vidéo, donc là on fait vraiment le parallèle avec l'idéologie transhumaniste. Toute cette idée du cyborg, Ghost in the Shell, voilà, on ne ferait plus qu'un avec la technologie. Et il y a même, quand on pousse un petit peu plus loin le discours sur le cyborg, il y aurait presque cette idée que la technologie va pouvoir remplacer les fonctions cognitives et que la prothèse va presque faire mieux que l'homme ou va être tout aussi fonctionnelle. Et on voit quand on commence à décortiquer un peu ce discours qu'il y a aussi toute la problématique de l'intelligence artificielle, voilà, un discours qui est de plus en plus présent aussi dans les médias et les recherches. Donc voilà, on est sur ce cyborg. Et bien le cyborg sur le terrain, il est entre guillemets pas là. Déjà, il faut savoir, malgré je le redirai tout à l'heure, mais je ne suis pas du tout dans une critique de la prothèse, elle permet de faire beaucoup de choses, mais en tout cas, on n'est pas dans ce discours-là d'interpénétration corps-prothèse, les prothèses ne sont pas connectées au nerf. L'exemple de la prothèse bioélectrique pour les personnes amputées des membres supérieurs, ce sont des capteurs avec des mouvements de muscles qui permettent de faire des mouvements de la main. Cet apprentissage d'utilisation, j'ai suivi plusieurs personnes amputées des membres supérieurs, toute la difficulté à saisir que le mouvement au niveau du moignon va permettre de faire un mouvement de main, c'est tout sauf naturel. Ça s'apprend, c'est long, il y a des erreurs, il y a des corrections à faire. Et on est sur des prothèses même les plus technologisées, je dirais, les mieux développées. On est sur 7-8 prises de main ou aptitudes à prendre. Et on est très loin de ce cyborg-là. Ce qui est aussi intéressant à voir, particulièrement, je reviens sur la question des personnes âgées, cette idée du faire-corps avec la prothèse. Pour la plupart, pour beaucoup de personnes, d'ailleurs pour les personnes amputées des membres supérieurs, jeunes ou vieux, certains refusent de porter une prothèse parce que leur corps est comme ça, ils ne veulent pas utiliser de prothèse. Et puis pour les personnes âgées, la difficulté à marcher, à utiliser la prothèse, beaucoup de personnes âgées n'utilisent plus la prothèse. C'est ce que les soignants appellent la prothèse placard, qui en fait est fabriquée et utilisée 2-3 fois, et en fait la personne ne veut pas utiliser la prothèse par peur de chute ou par se sentir mal dans la prothèse. Et donc la mettre de côté. Donc je rappelle, c'est toute cette question de la réparation à terme qui me gêne énormément, parce qu'on n'est pas dans la réparation, je dirais pure et dure, où on va revenir à un état d'avant-amputation, on en est vraiment très loin. Mais en tout cas, les médias se saisissent énormément de ce discours. Et je sais que Philippe le connaît un peu. Donc J.C. Shelton, pour moi, c'est un très bon analyseur contemporain de ce fantasme du cyborg. Donc c'est un tatoueur qui a été amputé suite à un accident, qui a posté l'année dernière, en 2016, donc avec la vidéo est un peu de mauvaise qualité, ralenti, je suis désolé, a réalisé avec un artiste, Jean-Louis Gonzal, une prothèse un peu qui interrogeait cette question du cyborg, voilà, mais je dirais plus dans un aspect esthétique que dans une pure revendication de dire qu'il est un cyborg, mais voilà, je vais sur l'esthétisme, sur le fantasme. Et il a posté cette vidéo où il fait donc il tatoue de la main gauche, donc la main non amputée. Et il a juste fait, avec cette prothèse, il a juste fait une vidéo où au bout il y a un petit peu, je sais pas comment on appelle ça pour tatouer exactement, mais voilà, pas grave.
Et il fait juste quelques contours, juste un petit peu, parce qu'il a pas, il me dit dans la vidéo, il me dit j'ai pas beaucoup d'impression, mais voilà, c'était juste une vidéo un peu postée sur internet. Et il s'est fait complètement dépasser, donc je l'ai rencontré et puis on va le faire intervenir dans le séminaire Corps et Prothèse à Lyon. Il a été complètement dépassé par l'aspect viral de sa vidéo, où il est devenu, je sais plus, alors j'ai plus exactement les chiffres, mais plus des millions de vues sur Facebook, sur YouTube, c'était parti dans tous les sens. Et au bout de 24 heures, en fait, il a été obligé d'enlever cette vidéo parce qu'il a été dépassé, on le caractérisait comme le premier tatoueur bionique, plein de gens sont venus l'interroger, donc il a été même dépassé par ça, donc obligé d'arrêter. Mais c'est, et lui il le dit lui-même, hein, que voilà, maintenant c'était plus un aspect esthétique et qu'il n'était pas du tout dans ce discours-là, voilà, que ça a été interprété, et puis on voit tout l'aspect viral d'Internet, hein, les dangers aussi d'Internet, mais ça c'est une autre conférence. Mais voilà, donc je trouve que c'est un bon analyseur, et voilà, donc, je vous ai mis aussi ses travaux, parce qu'il a du talent aussi en tant que tatoueur. Mais c'est vraiment intéressant de voir comment ce discours du fantasme est saisi. Donc, dernière partie, au niveau du temps, très bien. Donc, la partie 3, donc la dernière partie sur le corps appareillé, performant et augmenté. Donc là, c'est peut-être, je dirais, le plus médiatique, entre guillemets. Alors, on a eu à partir de 2004-2006, le cas Oscar Pistorius. Donc, je ne vais pas, pareil, vous faire toute une présentation sur Pistorius. En tout cas, Pistorius, il a été vraiment mis en avant. C'est un emblème, hein, voilà, donc on l'a appelé Blade Runner. Regardez, grâce à la prothèse, on peut dépasser, on va aller plus vite que les athlètes valides. Et puis vous savez, donc il a eu cette histoire, après il a la descente aux enfers pour lui avec le homicide involontaire, comme c'est le jugement qu'a donné en Afrique du Sud le juge. Donc voilà, le Blade Runner. Et ce qui est assez intéressant, en novembre, là, il y a des producteurs qui ont quand même osé. Il y a un film qui va sortir sur Oscar Pistorius qui va s'appeler Blade Runner Killer. Donc je dirais la grande classe pour vendre des films. Donc, ça c'est un autre débat. Donc voilà. Donc en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'Oscar Pistorius, il a été déclencheur de toute une réflexion sur l'augmentation. Il n'est pas augmenté, il utilise juste des lames de carbone, mais voilà, dans le domaine sportif, et puis après on a saisi ça. Après, il y a Marcus Renn aussi en 2015, qui est un sauteur, un saut en longueur, un athlète de saut en longueur, voilà, sauteur en longueur, qui en 2015, au championnat du monde handisport, a fait un saut de, je sais plus, 8,40 m, je crois, si je ne dis pas de bêtises, et qui, 41, et qui en fait, avec ce saut, lui aurait permis de gagner les championnats du monde valides, les Jeux Olympiques, pardon, valides en 2012. Donc on a commencé à dire, voilà, il dépasse le valide, il n'a pas été, comment dire, accepté à concourir avec les personnes valides, les athlètes valides. Ouais, mais après ils ont pas, enfin au championnat du monde, bon, ça sera à discuter, mais en effet il avait été accepté à participer au championnat d'Allemagne qu'il a gagné, ils n'ont pas donné la validation pour les championnats du monde. Donc il y a aussi, donc voilà, mais sur cette question du corps performant, hein, là qui est reconnu par les médias, hein, quand le corps handicapé est performant, là on le montre, quand le moignon est en train de cicatriser et que la prothèse fait mal, ça c'est moins médiatique, on le montre beaucoup moins, alors que c'est la réalité des personnes amputées. Il y a aussi tout le cibathlon, donc ça a été à Zurich l'année dernière, aussi beaucoup de médias sur ça, donc une sorte de jeux olympiques des personnes amputées et appareillées. Et puis aussi très friande dans les médias, la DARPA particulièrement, donc le gouvernement américain, le militaire, qui a fait une prothèse de bras d'écaille, qui a déposé beaucoup de vidéos sur internet où voilà, le soldat serait réparé, voire augmenté grâce à sa prothèse de bras. Donc les résonances socio-anthropologiques, hein, donc ce que je viens un peu de dire, hein, donc quand le corps amputé et appareillé, il est rationalisé, efficace et qui correspond aux valeurs sportives de compétition, il est reconnu, donc il est véhiculé dans les médias. Et puis le soldat amputé appareillé, donc là, comme je vous l'ai dit, hein, ça renvoie un petit peu à ce que j'ai dit en deuxième partie, l'imaginaire collectif du corps régénéré, hein, voire performant, mais qui pose aussi beaucoup de questions sur la diffusion de ces vidéos, sur l'idée aussi de repentance de la part des gouvernements d'envoyer des soldats qui reviennent mutilés après la guerre, particulièrement en Irak et en Afghanistan pour les soldats américains. Donc, pareil, toujours cet aller-retour figure médiatique, réalité du terrain. Donc je vous l'ai déjà évoqué tout à l'heure, mais je le ressouligne. En effet, des potentialités de la prothèse
mais aussi des limitations et des faces cachées. Hein. On ne voit pas, comme je l'ai dit, on ne voit pas les blessures, on ne voit pas le moignon au cœur de l'emboîture avec la prothèse issue, que ça peut faire des blessures, que ça peut développer des odeurs, enfin tout ça on ne le montre pas, alors que si vous connaissez des personnes amputées dans votre entourage, ils vous le diront. C'est question aussi de la performance, hein, ce que je disais tout à l'heure aussi sur les sociétés techno-capitalistes, le dépassement de soi, hein, grâce à la technologie on se dépasserait. À l'interviewer les personnes amputées, je peux vous dire qu'ils ne cherchent pas la performance à tout prix en grande majorité. Certains s'épanouissent dans le sport et tant mieux, c'est pas forcément une critique vis-à-vis de ça. Mais ce qui est sûr, c'est que les gens, les personnes amputées ne cherchent pas la performance. Ils cherchent une vie quotidienne le plus agréable possible, je dirais. Et un autre élément aussi, c'est qu'il y a toutes ces questions socio-économique, politique, éthique, je dirais même, sur le coût financier de ces prothèses, donc les prothèses high-tech. Hein. Et on voit quand même, et Jérôme l'a très bien aussi montré tout à l'heure, le danger d'une santé à deux vitesses. Qui c'est qui paye ces prothèses? Voilà. Selon chaque pays, il y a des différences. En France, on a encore la sécurité sociale, jusqu'à quand on l'a encore, qui rembourse les prothèses pour les personnes amputées. Donc, ce sur quoi je veux appuyer, c'est que cette question de la performance, de l'augmentation, elle ne parle pas en grande partie aux personnes amputées, je dirais même elle ne parle pas en grande partie à l'entourage des personnes amputées, elle ne parle pas forcément aux soignants aussi. Donc l'idée c'est toujours, dans une démarche fonctionnelle et je dirais sociale, c'est de pallier la situation de handicap et surtout de trouver une autonomie la plus optimale pour les personnes amputées. Donc je vais conclure. Bon, je pense que vous l'avez compris, vision simpliste et non représentative du corps prothétique porté par ces figures médiatiques, une forte discordance avec la réalité du terrain. Moi j'appelle ça une dérive actuelle de l'enchantement prothétique contemporain, dépathologiser la prothèse, donc on serait toujours au-delà de la réparation, au-delà de l'augmentation, donc c'est dépathologiser. Ce qui est quand même problématique. Et pour répondre un petit peu à réparer ou augmenter où sont les limites, donc je ne minimise pas les apports et les potentialités de la prothèse. C'est extrêmement important et c'est quelque chose que les personnes amputées utilisent régulièrement et sont en grande partie satisfaits de l'utilisation de la prothèse. Mais vraiment faites très très attention avec ce terme réparer qui est très ambigu. Et je dirais, faites encore plus attention à toutes ces promesses fallacieuses d'augmentation portées par de nombreux discours, y compris par le discours transhumaniste. Je vous remercie de votre écoute. Merci Paul-Fabien, pendant que Christophe Marquet s'installe. Je voulais dire un mot parce qu'il y a quelqu'un qui est arrivé qui est spécialiste de Scarpistorius, c'est Daniel Sanchio qui est là, il est dans le coin. Il a fait sa thèse sur Scarpistorius, il est arrivé à Lorrain, donc c'est encore un renfort pour ces questions de réflexion sur le handicap, etc. Donc Pistorius, effectivement, sur la dépathologisation de la prothèse, c'est un exemple type. On a l'impression que c'est quelqu'un qui est un surhomme, alors qu'en fait il est amputé, il est bien sûr, il est très désavantagé d'une certaine manière par rapport aux coureurs qui ont leurs jambes. Et puis aussi, Pistorius, il est comme les Mullins, c'est quelqu'un qui a été amputé par la génésie. Et donc c'est aussi, ça pose toute la question du savoir expérientiel et du vécu avec la prothèse, c'est-à-dire que c'est des personnes qui ont été amputées à l'âge de 11 mois et qui ont toujours vécu avec leur prothèse. Donc aussi ça pose cette question-là entre une personne qui a été amputée à 11 mois pour utiliser des prothèses, est-ce qu'il aide énormément dans son quotidien, et une personne qui est amputée suite à un accident à 35 ans ou amputée pour des problèmes vasculaires à 70 ans, ainsi de suite. Voilà. C'est intéressant de contextualiser. Et une petite remarque que je voulais faire, tout à l'heure tu parlais des gens qui n'utilisent pas les prothèses pour les membres supérieurs, ça me fait penser à Marie Bochet, qui est la meilleure skieuse en sport mondial actuellement, et qui a découvert qu'elle était handicapée quand il a fallu qu'elle mette une prothèse pour faire du ski. Parce que comme il lui manque un bras, quasiment, elle a un bras très atrophié, elle a mis une prothèse pour se rééquilibrer. Et là, elle s'est dit, je suis handicapée, en fait. Elle a vécu toute sa vie sans jamais utiliser de prothèse, et sans jamais concevoir même l'utilisation de quelque chose qui allait lui permettre de prolonger son bras et de créer une main, finalement. Alors on va passer par une main, je vais faire une liaison avec Christophe Marquet, puisqu'il va nous parler de l'impression 3D dans le monde médical, et justement, c'est quelque chose qui est moins médiatisé que la prothèse, la question de l'impression 3D, c'est peut-être plus discret, alors que ça a des conséquences très intéressantes, très importantes, et je pense notamment au programme qui a été lancé par Handicap International, de diffuser des plans de mains artificielles.
pour que les gens qui possèdent, les institutions qui possèdent des imprimantes 3D puissent, avec ces plans, faire des mains qu'ils allaient ensuite envoyer à Handicap International qui allait pouvoir appareiller les enfants parce que les questions de coût sont très importantes. Il valait mieux, par exemple, dans des pays asiatiques où les enfants ont été très nombreux à souffrir par exemple, d'utilisation de bombes ou de grenades qu'ils ont ramassées en jouant dans les champs, et bien on préfère parier sur des mains peut-être plus simples, créées par impression 3D, plutôt que des mains très technologiques qu'on ne peut pas s'offrir. Christophe, si tu peux donc nous présenter les impressions 3D dans le monde médical. Du coup, je veux bien faire juste une remarque par rapport aux présentations précédentes et justement à ce que tu viens de dire. Et au tatouage, je suis un fier représentant de la communauté tatoueur et tatoué. Il s'est développé, ça me fait penser à tout ce que vous disiez, il s'est développé dans la communauté du tatouage aussi un homemade depuis on va dire 5-6 ans, qui est relié au homemade prosthétique aussi, sur les prothèses, les orthèses plastiques, et qui est lié, c'est pour ça que je fais le lien, qui est lié à la démocratisation des machines d'impression 3D, et qui est lié aussi à la démocratisation des machines d'impression de tatouage. Là, il y a eu un changement de législation où on a pu, sans formation, acheter des machines de tatouage. Donc j'imagine que pourquoi pas on pourrait acheter des machines pour fabriquer des prothèses ou même sans fabriquer une nouvelle jambe soi-même dans le futur. Ça ne me paraît pas complètement fou, l'appropriation de cette partie du corps en plus du reste. Bref, je divague un peu. Donc j'ai fait une présentation fond noir, écriture blanche très sobre. D'habitude, je fais des présentations avec beaucoup de technologie, je montre un peu tout ce qui se fait, quels sont les matériaux, qu'est-ce qu'on peut faire avec, etc. J'ai choisi aujourd'hui de faire vraiment un truc très sobre. Voilà. Si vous étiez venu voir de la techno, c'est raté. Ça sera une autre fois ailleurs. Donc l'impression 3D dans le domaine médical, c'est vraiment... je vais essayer de décortiquer pourquoi on essaye de faire ça. Pourquoi on essaye de le faire, à quoi ça répond comme problème et comme besoin. Donc, sur la première slide, j'ai 5-6 images. Bon, voilà, la première image, très design. Une orthèse, un plâtre fait sur mesure par impression. L'intérêt ici, il est plutôt un intérêt esthétique. On rejoint. Ça, je ne sais pas si ça aggrave, peut-être, sans doute, mais ça aère beaucoup plus. Mais la matière n'est peut-être pas une matière très agréable. En tout cas, un aspect esthétique clair, un aspect économique aussi, par rapport à la faible matière qu'il y a pour faire le même apport mécanique. Ça se retrouve beaucoup dans un autre domaine qui est le domaine de l'aéronautique, par exemple. Les pièces sont devenues des pièces très aérées comme ça, plutôt que des pièces massives. Un deuxième qui est ce dont on parlait, donc il y a Médecins sans frontières, il y a une association aussi à laquelle on peut s'inscrire si on a une machine chez soi, pas forcément un laboratoire ou une institution, si on a une machine, et si on démontre qu'on est capable de faire des choses de qualité, c'est pour favoriser le circuit court sur ces prothèses. Pour les enfants, alors pourquoi pour les enfants? Parce que c'est assez cher et que les enfants ils grandissent rapidement et qu'il faut changer leur prothèse tous les 6 mois, et que l'idée c'est d'avoir des circuits courts de bénévoles qui fabriquent les prothèses. Donc c'est assez simple, il y a pas mal de pièces, hein, on travaille dessus, mais ça se fait plutôt bien. Ensuite on a vraiment des applications purement médicales, où là on est sur de l'implant. Donc ça c'est du PIC, c'est du plastique souvent qui vient de chez Solvay, qui est planté à Lyon. Imprimé 3D, donc voilà, ici clairement un aspect esthétique et aussi mécanique, mais pas forcément le premier, c'est surtout un aspect, un problème esthétique, sous-cutané, un implant sous-cutané, un matériau qui n'est pas un matériau naturel, un matériau qui vient du pétrole, mais qui est fait sur mesure. Et là on commence à toucher du doigt pourquoi dans le domaine médical on pourrait faire de la 3D, pourquoi pas faire juste du moulage, pourquoi pas faire des choses qu'on savait faire depuis longtemps, de la sculpture, puis du moulage après, des matériaux, etc.
Là, ça commence à être un peu complexe, on a des formes un peu complexes, et surtout, on peut se servir de l'imagerie médicale pour générer ces formes-là. Et après, à partir de la numérisation de ces fichiers, ressortir une pièce à l'identique de défaut. Donc voilà, on commence à toucher du doigt. Pareil en céramique, donc là on est plutôt sur la régénération, c'est-à-dire qu'on essaie de faire de l'os, le défaut en os, à partir de céramique, qui est l'équivalent chimique quasiment de l'os, de l'hydroxyapatite, qui peut être recolonisé après avec les cellules du patient in situ. Donc on a un vrai lien entre la prothèse céramique et l'os de l'ostéo-intégration. Voilà, c'est l'étape d'après. On a le même principe, l'imagerie, l'impression céramique, bon, c'est plus complexe que le PIC. Et là, on a inséré un tissu. Un tissu, il n'était pas vivant, il devient vivant, il est colonisé sous la peau. Donc voilà, ça c'est l'étape d'après, qui est largement de plus en plus répandue sur la reconstruction osseuse, non portante, puisque les caractéristiques mécaniques de ces matériaux ne sont pas encore assez fortes. Et puis après, on a l'impression de tissu vivant. Donc là, collagène, du collagène avec des cellules à l'intérieur, et on peut reconstruire un pavillon d'oreille, des choses comme ça, pour essayer de les réimplanter dans une personne. Donc ça se fait, hein, on fait de la peau, on fait du cartilage, au niveau médiatique, je rejoins un peu les deux premières conférences qui étaient assez critiques et en tout cas qui donnaient l'alerte sur la médiatisation de toutes ces choses. Donc là, il y a une très forte médiatisation des travaux qui sont intéressants mais qui sont très amont sur la production d'un ovaire en Chine qui aurait été réimplanté chez une souris où il y a une telle conférence qui s'appelle Atala qui a essayé de faire croire à tout le monde qui était en train d'imprimer un rein sur la tête de conférence. C'est clairement c'est pas sérieux. Mais en tout cas, il y a des choses qui sont vraies. Donc ça, c'est l'étape d'après. Donc celle d'avant, c'était la céramique qu'on implante, elles intègrent dans le corps. Là, on va créer une partie de corps et on essaie de la greffer. Ça se fait, ça va se faire, c'est certain. Il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Donc, c'est tout un peu moche. Donc pourquoi on essaye de faire de la 3D pour cette partie médicale? Donc la réponse est sur la diapo. C'est que si on regarde un scanner, une imagerie médicale, on un scanner, en fait, des tranches de votre corps, qui ressemblent à s'y méprendre avec les tranches qu'on fait quand on imprime. Si vous regardez les machines qui sont dehors, elles sont imprimées par tranche. Et quand on fait de l'imagerie, on fait de l'imagerie par tranche. Et cette première similitude, et la deuxième, c'est que dans les images de scanner, de IRM, peu importe, médicales, on voit très bien que toutes ces structures internes, elles sont ultra complexes, interconnectées, avec des cavités, avec des zones vides, avec des tuyaux qui se passent dessus, dessous. Des choses qu'on, même avec le meilleur sculpteur, on n'arrivera pas à sculpter. Et même avec la meilleure technologie de moulage, on n'arrivera pas à faire. Et comme quand même dans la médecine régénérative, le 3D pour le médical, c'est plutôt la médecine régénérative, l'idée c'est quand même de recréer des parties d'organes, des organes à implanter, fonctionnels, etc. Il n'y a pas vraiment d'autres technologies, il n'y en avait pas eu, il y en aura peut-être d'autres après, il n'y en avait pas eu avant la 3D, avant l'impression 3D, la fabrication additive, pour fabriquer ces objets très complexes, géométrie interne complexe, mimant des structures comme on a là, qui sont imbriquées les unes dans les autres. Donc l'idée c'est que le moindre tissu, le plus petit organe, a une structure 3D. Je ne parle pas à l'échelle cellulaire, je parle pas à l'échelle multicellulaire, vraiment des organes quand même de taille millimètre ou centimètrique. On va voir juste après un exemple. Il a une structure qui lui confère sa fonction. C'est-à-dire que on peut mettre des cellules de foie, si elles ne sont pas dans une forme de foie avec toutes les canalisations et toute son organisation 3D, c'est pas un foie, c'est juste des cellules de foie dans un petit cube, dans un petit carré. Donc mouler ou faire pousser des cellules de foie ou des cellules de rétine sur une surface plate ou même dans un cube qui n'aurait pas de géométrie donnée,
ça ne donne pas un organe. Donc, voilà, il y a un lien entre la fonction et la structure, c'est clair. Par exemple, la peau, si on prend un organe quasiment le plus simple qui est, si on considère que la peau est un organe, c'est un autre débat, nous avons un tissu très simple. Rien que ça, déjà, sur quelques millimètres d'épais, on va avoir une structuration très complexe, et avec des activités et des fonctions qui sont très hiérarchisées, très différentes. Et ne serait-ce que pour faire de la peau, déjà, il faut être capable de au moins empiler des couches de tailles différentes, avec des cellules différentes, etc. Par exemple, on a l'hypoderme dans lequel il y a de la graisse et plutôt des vaisseaux et de la vascularisation. Après, on a le derme, où on va avoir les glandes qui passent travers. Après, on a l'épiderme qui protège et qui a une fonction bien spéciale sur la respiration, etc. Voilà. C'est rien qu'un objet très simple, planaire, on ne parle même pas de quelque chose de complexe, planaire, hein, pour moi la peau c'est plat, a une structuration 3D qui est déjà compliquée à refaire. Je ne parle même pas de la partie qu'on observe ici, entre les deux premières couches, et qui est une partie très importante pour les échanges, etc., et qu'il faudrait réussir à donc, ce qu'on disait juste avant, c'est que les géométries internes sont liées à la fonction et sont sans doute, là j'ai mis des parenthèses, et ça pourrait des guillemets, qui sont sans doute optimales en liaison avec l'évolution et l'encombrement, l'optimisation. Hein. Le corps, il doit avoir une taille maximale à la naissance pour pouvoir être expulsé, donc ça veut dire qu'on va pouvoir avoir une taille beaucoup plus grande que celle qu'on a au bout d'un certain temps. Il faut qu'au départ on ait tous ces organes qui soient présents aussi, donc il y a une optimisation sur ça, et puis au final pour que tout soit optimisé, Patrice pourra en parler au niveau charpente, anatomie fonctionnelle, que tout ça puisse se porter sans avoir besoin d'une orthèse ou d'une prothèse mécanique. On ne peut pas non plus dépasser les limites pour se rajouter un cœur de cette taille ou des poumons 4 fois plus grands pour être plus efficace au niveau de la respiration. Voilà, il y a une contrainte physique. Mais ça, ça n'est que la suite de l'évolution. Est-ce que c'est réellement la meilleure façon d'organiser les organes dans un volume donné? Ça reste peut-être à démontrer. Si on regarde par exemple quelques organes très complexes qui sont organisés de manière assez optimale, là un rein avec beaucoup de fonctions différentes. Quand on parlait tout à l'heure je parlais de Atala qui fait sa tête conférence et qui nous dit qu'il fait un rein sur la paillasse, enfin sur le bureau avec son imprimante 3D. D'ailleurs depuis il s'est dédié quelques problèmes avec la science. Voilà. Clairement, là, il y a 200 types de cellules différentes, des tissus complètement différents, des canaux très petits, des fonctionnalités très complexes. Voilà, quelque chose de pas envisageable hors structure technologique très complexe. De la même manière, sur la partie vasculaire, on parlait 80% des amputés sont liés à un problème vasculaire. Donc la médecine régénérative du vasculaire, c'est un domaine complètement avec une portée gigantesque, pas uniquement sur les problèmes de membres, mais aussi sur les problèmes cardiaques, sur les problèmes d'aorte, etc. Et aussi d'opérations pulmonaires. Quand on voit la complexité du système et les embranchements qu'il y a, etc., on voit bien aussi l'impact que ça pourrait avoir de pouvoir fabriquer une structure 3D très complexe, des tubulures qu'on ne peut pas mouler par une technique, avec de la 3D. Mais on reste, voilà, ça reste très compliqué. On se dit peut-être qu'il y a des moyens de faire les mêmes choses moins compliquées. Voilà. Du coup, c'est les questions. Je crois que j'ai 3 questions pour finir. Du coup, c'est les questions qui nous animent un peu, mais c'est pas sur ça qu'on travaille. En tout cas, c'est à ça que ça m'a fait penser quand j'ai préparé ce diapo que j'avais jamais fait. Ça doit peut-être. Parce que du coup, je réfléchis en le regardant.
est-ce que ces fonctions sont forcément liées à ces géométries? C'est-à-dire que pour l'instant, on a pris la 3D, où on s'est dit comment on va refaire les organes les mêmes la même forme qu'ils avaient, les mêmes cubes au même endroit, etc., la même taille. Peut-être que c'est pas quelque chose de très intéressant. En tout cas, c'est une question à se poser. De la même manière que quand vous allez à l'hôpital et que vous avez une circulation extracorporelle de sang, vous avez une machine qui fait 1 mètre cube. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'être dans le volume qu'on représente physiquement, ou est-ce qu'on pourrait aussi être à un volume plus grand pour avoir des fonctions? C'est une question. Je vois toutes les prothèses qu'on a vues sont des prothèses très anthropomorphiques. C'est-à-dire que sauf que les oreilles, c'est encore. Sauf celle de Pistorius. Voilà, mais elle reste dans un volume corporel qui est un volume humanoïde. C'est juste pour. Parce qu'en biomédical et en médical, chaque fois qu'on remplace un organe, on met 1 mètre cube à côté. La filtration pour le rein, c'est 1 mètre cube, la dialyse, la respiration, peut-être qu'il y a des choses à réfléchir là-dessus. Et du coup, voilà, ça débouche sur cette question aussi. Est-ce que les futures études sur cette partie biomédicale et impression, en tout cas génération d'organes, ne pourraient pas être émergées par des géométries qui sont différentes? Pourquoi on n'aurait pas un joli Tetris bien rectangulaire à l'intérieur de nous, plutôt que de toujours se poser la question de refaire un cœur de cette taille-là ou de cette forme-là, et ce serait peut-être plus simple, je ne sais pas, c'est très optimisé en fait. Donc, je ne suis pas un spécialiste non plus de la physiologie, mais c'est quand même bien optimisé. Bon voilà, c'est vraiment pour ouvrir les choses. Et en dernier, alors là, encore plus pour ouvrir encore plus, parce que c'est des discussions qu'on a déjà souvent eues avec des chirurgiens. Et quand on propose aux chirurgiens, ou même à des associations de patients, de faire de l'impression de tissu pour la réimplantation, ou quand on en parle à des étudiants ou à des gens, tout de suite la réaction c'est ah ben comme ça j'aurais pas besoin d'avoir l'organe de quelqu'un d'autre. Ça pose des questions, ça résout des problèmes, je ne sais pas, sûrement, mais en tout cas en remplacement du don, c'est quasiment automatiquement la réaction qu'on a. C'est-à-dire de pouvoir se détacher complètement du don qui serait fait par une autre personne, d'un organe qui ne serait pas une autre, alors que là on pourrait prendre les cellules du patient et lui faire un organe. Et donc la dérive à chaque fois, bien sûr, un traitement extraordinaire pour que je puisse, ou 3 poumons pour que je puisse fumer comme un fou. Toute ma vie, que je puisse boire un temps de retour à l'école, prendre autant de drogue que je veux, ou faire, ou avoir des comportements à risque, quels qu'ils soient, pour que je n'ai pas de problème de santé derrière. Mais je pense que la partie la plus intéressante là-dessus, c'est quand même la partie où les gens réagissent sur le don d'organes et sur ah oui, faites-moi un organe à moi, et je n'aurai pas besoin d'avoir quelqu'un d'autre qui m'aide. Surtout un mort. Donc je pense que c'était. Merci Christophe. Alors sur les horaires dont je dispose, il nous reste 6 minutes. 6 minutes. Je pense que vous avez fait des médias. S'il y a une ou deux questions, réactions, remarques à ces interventions qui en soi-même se suffisent déjà. Il y a plein de questions qui viennent. Ça va forcément faire un effet trop tard. Oui. Sur ce qui est utilisé, est-ce qu'il y a des choses qui sont utilisées en routine aujourd'hui dans le domaine médical en impression 3D? Parce qu'on entend tellement de choses, mais c'est plus trop. Et ben, du coup, d'habitude, c'est une partie du speech. Il y a 3 matières, c'est les 3 matières que j'ai montrées, qui sont implantables. La céramique, fabriquée par une entreprise française, le PIC, et c'était quoi l'autre? Le silicone. Voilà, c'est les trois choses qui sont en fait des choses qui sont déjà utilisées avec d'autres fabrications, d'autres types de fabrications qui sont déjà implantées. Le reste, et c'est pas de la routine, c'est vraiment des
des choses très très spéciales. Et après, il y a tout ce qui est préparation d'une chirurgie, modèle opératoire, là c'est vraiment de la routine maintenant, ça se fait beaucoup, une couverture médicale. Prenez les micros s'il vous plaît pour que tout le monde entende la question. Un domaine plus particulier, la transplantation de tissus vivants. Juste pour compléter, parce qu'il se trouve qu'avec Paul, on a fait partie d'un atelier de recherche prospective des hospices civiques de Lyon il y a 10 jours. Et il réfléchissait vraiment à une utilisation beaucoup plus massive et routinière d'implants de tout type. Et aussi du truc Oui, et puis surtout, ce qui est intéressant pour eux dans ces modèles 3D, c'est d'avoir des choses sur lesquelles ils puissent s'entraîner. Entraîner leurs étudiants et s'entraîner eux-mêmes. Donc il y avait aussi cet aspect de formation qui était là et qui est déjà très présent avec la simulation. Plus loin, très fort, avec des ateliers de simulation haute catégorie et puis des basses résolutions aussi. Voilà, donc la tendance elle est amorcée et ça va aller quand même assez vite. Ils ont envie d'investir là-dessus. Il y a une routine, alors une routine qui existe, hein, qui n'est pas du tout dans le domaine médical ou chirurgical, qui est l'usage des imprimantes 3D pour faire des implants esthétiques. Par exemple, des petites étoiles qu'on va se glisser sous la main, des billes qu'on va se mettre sur la poitrine ou sur le front. Donc on est là sur des pratiques qui sont déjà développées, avec une routine au sens où il y a des gens qui produisent vraiment des formes qui sont ensuite implantées un petit peu partout dans le monde à des fins esthétiques. Et ça, c'est un autre champ, et ça renvoie au corps modulaire dont on parlait tout à l'heure. C'est-à-dire que là, on est aujourd'hui avec l'usage de technologies qui sont utilisées à des fins qui sont en fait inventées par chacun de ceux et de celles qui veulent se créer un corps particulier. Il y a aussi des questions de qualité de l'impression 3D. Moi, je me souviens, à un moment, dans cet atelier, ils nous disent, oui, si on imprime telle chose avec une très bonne imprimante du commerce, on obtient une surface trop rugueuse, on ne peut pas garantir l'aspect bactériologique, l'aspect infectieux. Donc il faut qu'on passe sur du matériel super professionnel pour avoir des surfaces bien lisses, qu'on puisse nettoyer avec un contraceptif. Donc il y a des questions concrètes comme ça, puis en même temps il y a du bidouillage sur d'autres aspects, mais bon, il faut bien regarder son temps. Moi, je voulais juste rajouter par rapport aux prothèses sur la 3D. J'ai pas montré les images, j'ai pas eu le temps. Sur les prothèses de main imprimées en 3D, on a fait intervenir à Paris là, Nicolas Huchet de Rennes avec les Fab Labs. L'idée d'accès, de pouvoir fabriquer une prothèse de main en 3D, comme tu as un peu montré. Et ce qui est assez intéressant, c'est de voir aussi le discours qu'il en dit de l'utilisation, parce qu'il a été sponsorisé par Google, il y a eu toute une campagne de pub qui a été, ça fait pareil, j'emploie le terme buzz, et en même temps il nous montrait l'utilisation en conférence, il faisait la présentation de la fonctionnalité de la main, et il montrait aussi l'aspect très précaire en fait, donc qui était quelque chose de visible, qui était travaillé, mais qui montrait aussi encore ses limites au niveau de la 3D. Voilà. Et c'est déjà beaucoup moins cher qu'une prothèse bioélectrique standard qui est à 10-15 000 € quand même facilement. Et c'est un truc où vous activez votre biceps, ça déclenche telle fonction, vous activez le biceps, ça déclenche telle autre fonction. C'est comme ça, c'est pas un pic. D'où l'importance du travail de Stellar, par exemple, avec son bras mécanique. Il ne sert à rien, je ne sais pas si vous connaissez, mais qui a appris à écrire à son bras mécanique. Il a écrit à écrire à son bras grâce aux abdominaux et aux muscles des cuisses, en détourner l'usage habituel de ces muscles pour arriver à une motricité fine. Donc c'est quelque chose qui date il y a 20 ans maintenant, et qui est assez intéressant aussi. Patrice Thierry. Il y a également une application particulière de l'impression 3D, c'est la réalisation de petits appareillages qui s'adaptent exactement au handicap d'un patient et qui permettent par exemple de retrouver une certaine mobilité, de retrouver une certaine utilité, par exemple à ses doigts, mais en fonction du handicap et également en fonction du désir de vivre, enfin,
du choix de vie hein, d'un patient. Par exemple, et ceci s'adapte absolument avec la profession d'ergothérapeute, qui est en train de vivre, ou en tout cas de se préparer une révolution, hein, puisque, par exemple, à l'ISDR, les TD d'impression 3D sont actuellement au programme pour les étudiants de troisième année. Et quand je parle de choix de vie, c'est par exemple le cas d'un patient qui veut reprendre une pratique sportive et qui se fait faire sur mesure en fonction de son handicap et du potentiel de chacun de ses doigts, voire de chacune de ses phalanges, un tout petit appareillage imprimable, bien évidemment, qui peut permettre de tirer à l'arc, de pratiquer le tir à l'arc. Là-dessus se posent de gros problèmes juridiques, qui d'ailleurs a été l'objet d'un mémoire d'étudiants de troisième année, à la fois sur le plan de la propriété intellectuelle et en même temps de la responsabilité de l'ergothérapeute qui, s'il venait à réaliser un appareil soit inapproprié, soit avec un produit, enfin un matériau de qualité insuffisante, pourrait justement engager sa responsabilité. Alors, c'est pour ça que Jason Barnes, le batteur qui a été accidenté aussi, et qui, dans un premier temps, a eu une main qui lui permettait de rejouer de la batterie, et qui, avec le MIT, a développé une main bionique qui lui permet de jouer à 3 baguettes, en fait. Il a main droite 2 baguettes, et main gauche une 3e baguette. Donc, en fait, son projet de batterie, combiné à la volonté de profiter de ce potentiel et d'inventer autre chose, lui a permis de jouer comme personne, puisqu'il joue avec 3 baguettes et il joue très bien. Bon, plein de choses à dire, vous avez les contacts des personnes, les emails, les connexions, les sites, vous avez donné le site du corps prothèse. C'est www.corps-prothèse.org. Voilà, donc n'hésitez pas à revenir vers les intervenants. Je vous remercie pour votre présence assidue, attentive. Et je crois que malheureusement, il faut qu'on lâche la salle. Donc, à une prochaine émission.